Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo calendrier de l'après qui vous présentera mes coups de cœur, mes coups de foudre 2024 sur l'année. J'en ai eu 16. C'est beaucoup et c'est plus que l'année dernière, j'avoue. Et il y a même des hommes dans ce top. Vous vous rendez compte? Franchement, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a plus de femmes. Mais c'est vrai que l'an dernier, j'avais eu presque que des femmes. J'avais eu un auteur, c'était Michael Brun-Arnaud. Spoil, il est encore là. Alors, donc, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pas 16, 17 coups de foudre, dont une saga. Je commence tout de suite, je vais mettre comme ça je cache mon tableau avec les couvertures des romans dont je vais vous parler. Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, je vais juste vous donner mes ressentis, mes émotions. N'hésitez pas à me dire évidemment quels sont vos coups de foudre 2024. Alors moi je rappelle qu'un coup de foudre, c'est pour moi un roman dans lequel tout est parfait de A à Z. Il n'y a absolument rien à jeter. Soit j'ai été très émue, soit ça m'a parlé, soit j'ai été complètement embarquée, j'ai trouvé ça génial ou complètement crédible ou essentiel. Mais vraiment, c'est un coup de foudre, c'est pour ça. Ça, c'est pour moi, un coup de foudre. Un coup de cœur, c'est un coup de cœur. J'ai adoré, j'ai passé un super moment, mais c'est pas un coup de foudre. Il y a des petits trucs qui m'ont dérangé, ou la fin était bof, ou j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire. Non, un coup de foudre, c'est top du début à la fin. Alors, j'ai une autrice qui est citée 2 fois dans mes coups de foudre. Je vais mettre d'ailleurs les 2 en même temps. C'est Raison obscure et Ne vois-tu rien venir de Amélie Antoine. Je l'avais découvert il y a quelques temps, Amélie Antoine, et on m'avait beaucoup parlé de Raison obscure, et je m'étais dit un jour. Ce jour est arrivé, c'était en janvier, je crois. J'ai pas noté exactement quand j'avais eu ces coups de foudre, mais j'ai lu Raison obscure et je n'en revenais pas de ce bouquin. Quand j'ai compris le début, quand j'ai lu le début, je me suis dit c'est un thriller domestique, ok. Et à la deuxième partie, je me suis rendu compte du truc. Et je me suis dit, oh my god, ok, c'est parti. Et là, coup de foudre. Instantané en me disant, c'est ça que j'attends, c'est exactement ce que je voulais. Ça dénonce beaucoup de choses. Et dans Ne vois-tu rien venir, on va parler du même sujet, mais d'un autre point de vue, puisque Ne vois-tu rien venir est un roman jeunesse, ado. Essentiel, qui a eu des prix, je crois, et qui est top. Lisez Amélie Antoine, soyez curieux, et vraiment Raison obscure, pépite. J'ai eu un coup de foudre aussi pour le tome 1 de Calderwood de Marilyn Pion, qui est une saga, en fait, d'ailleurs le tome 2 est sorti, je ne l'ai pas encore lu, où on retrouve Florence Provenchère, qui est une jeune femme qui habite au Québec et qui va hériter, en fait, il me semble, hein, je vous avoue que j'ai pas trop préparé la vidéo, finalement, j'ai pas lu les résumés, j'aurais peut-être dû, d'une scierie, il me semble, ou d'une entreprise de bûcheronnage au Québec, et qui va avoir les ovaires de dire ce qu'elle pense. On est en 1900, on est au Québec et c'est vraiment pas facile. L'héroïne est géniale, je m'en rappelle encore tellement bien, Florence Provenchère. Et l'autrice écrit super bien, c'est une saga historique, c'est un roman hyper prenant où il y a beaucoup d'action, des ficelles qui sont pas du tout simples parce qu'on s'attend à ce que machin tombe amoureux de trucs, mais en fait non, pas du tout. C'est ça l'originalité justement, c'est ça que j'ai adoré, vraiment adoré, Calderwood. J'ai hâte de lire le tome 2. Bien sûr, on va retrouver une autrice dont j'avais eu un coup de foudre l'an dernier, c'est Zoé Brisby. Et cette fois-ci, c'est La double vie de Dina Miller. Dina Miller est une femme qu'il faut absolument que vous rencontriez. Comme Les mauvaises épouses, on est dans un roman historique. Alors, je crois que j'ai une grosse sensibilité quand même pour les romans historiques avec des femmes, parce que vous allez en voir plusieurs là. Et franchement, c'était un coup de foudre, parce que elle nous embarque tout de suite. C'est immersif, on a un décor, on sait exactement où on est, avec qui on est, et elle nous mène en bateau, et elle va nous emmener avec ses personnages très loin. Il va se passer énormément de choses dans ce roman. Pardon. Et voilà, j'ai trop hâte de lire d'autres romans de Zoé Brisby, parce que vraiment, celui-là, c'était génial. J'ai eu peur pour Dina, j'ai tellement eu peur. C'était trop bien. De si bons amis de Joyce Maynard, je l'ai mis là, c'était un coup de cœur, et finalement, c'est un coup de foudre, parce que en comparaison avec Où vivaient les gens heureux, on n'est pas sur une émotion aussi forte que j'ai pu ressentir, mais elle joue de nous, elle sait nous prendre par la main et nous embarquer dans ses histoires avec ses personnages et nous raconter une histoire totalement quotidienne avec énormément d'empathie pour son personnage principal, dont on se sent hyper proche, et ça j'ai adoré. Voilà, donc De si bons amis, c'est aussi bon que Où vivaient les gens heureux, mais moins personnel peut-être, ça m'a moins affecté personnellement, même si pépite là encore. J'ai adoré, je vous en ai parlé un bon moment de l'année, Mary Sidney alias Shakespeare de Aurore Evin. L'œuvre de Shakespeare a-t-elle été écrite par une femme? Spoil, oui, moi j'y crois, moi j'y crois vraiment. Elle m'a retourné le cerveau, Aurore. C'est un truc de dingue, avec des sources appuyées, des pages entières de bibliographie. Elle nous pond quelque chose pour nous prouver que
non, Shakespeare n'a pas pu écrire son œuvre parce que... Et j'ai trouvé ça passionnant, absolument passionnant. Et vraiment, je doute. Vraiment, vraiment. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc lisez Aurore et Vin, lisez Mary Sidney alias Shakespeare. Le réseau Jane, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ça a été un coup de foudre pour de nombreuses personnes. L'histoire sur l'IVG, une histoire de femme encore hyper forte. Roman historique, encore une fois, trop trop beau, trop bien, trop poignant, plein d'empathie. Toujours des histoires de femmes hyper fortes, quoi. Trop bien. La jurée de Claire Géano. Coucou Claire, si tu passes par là, je ne sais pas, mais en tout cas, ton roman m'a transcendée. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à aimer, mais je ne m'attendais pas à être complètement bouleversée par ce bouquin, par l'histoire de cette femme, j'ai oublié le prénom, je m'en excuse, qui va se retrouver jurée d'un procès et qui va se prendre en pleine tête son passé, qui va ressurgir et qui va se cogner au mur de l'enquête et du procès dans lequel elle est jurée. C'était incroyable, vraiment incroyable. Alors l'homme, un des hommes auteurs de cette liste, c'est Émile Zola, parce que j'ai adoré Thérèse Raquin. J'ai fait une découverte incroyable de ce roman, qui est un triangle amoureux d'une cruauté dingue, avec une plume à la Zola, avec des descriptions, avec ces mots, avec ces ambiances, donc je ne pouvais pas ne pas aimer, c'était pas possible. Donc coup de foudre, voilà. Un autre homme, c'est Akira Mizubayashi avec Âme brisée, qui là m'a beaucoup parlé. Ça parle de musique, il y a énormément de ressenti, énormément d'artistique, c'est très très beau. Ça se passe aussi après la guerre, mais bon, il y a un côté historique aussi. Et puis une scène qui m'a fait avoir les larmes aux yeux tellement c'était magnifique. Donc vraiment coup de foudre pour ce roman. Ensuite, Tombée du ciel de Alice Develay, publié chez l'Iconoclaste. Là aussi, un gros boomerang dans ma tronche, c'était génial. Alice nous parle de l'anorexie, nous parle d'un enfermement en hôpital, de gavage, de choses atroces, hyper crues, hyper brutales, très très cruelles, mais tellement poétiques dans sa plume, c'était magnifique. Ensuite, nous partons au Japon avec La parfaite Tokyoïte de Jun Fujiwara, voilà, avec un R, où là, on est à Tokyo. Elle nous emmène, elle est franco-japonaise, elle habite autant au Japon qu'en France, elle parle autant français que japonais, elle connaît Tokyo sur le bout de la langue, non, comme sa poche, comme sa poche, elle connaît Tokyo comme sa poche, ça se dit ça? Elle connaît Tokyo comme sa poche, peut-être, on connaît bien ses poches. Donc là j'étais à Tokyo, j'étais à fond, je connaissais les stations de métro dont elle parlait, c'était trop bien, les lieux, les gens, les ambiances, les sons, tout était parfait. J'aime tellement le Japon que je ne pouvais pas ne pas avoir de coup de foudre pour ce bouquin, c'était pas possible. Un autre auteur, c'est Baptiste Beaulieu avec Tous les silences ne font pas le même bruit, c'est encore chez l'Iconoclaste. Évidemment, c'est un roman qui dénonce beaucoup de choses sur les minorités, sur les homos, sur la communauté LGBTQIA+, et on se le prend en pleine face. Et c'est très bien qu'on se le prenne en pleine face, parce que parfois on a un peu besoin de claques aussi, et ça fait du bien, et voilà, je suis tombée complètement folle de ce bouquin, parce que j'avais envie de l'offrir à tout le monde, dans le métro, dans la rue, n'importe à qui, mais lisez ce bouquin, lisez-le. Il est incroyable, il est marquant et la fin est magnifique. J'ai eu les larmes aux yeux encore une fois, c'était incroyable. Merci Baptiste. Mémoire de la forêt, évidemment le tome 4. Comment ne pas inclure ce dernier tome dans mes coups de foudre, puisque je crois que tous les tomes de cette saga ont été un coup de foudre. Finalement, cette saga est un coup de foudre. Évidemment, on est dans la saison des adieux, et puis il faut dire adieu au personnage, c'est très dur, c'est très compliqué. C'est toujours très doux, un peu amer, mais très très beau. J'ai adoré. J'ai adoré aussi Nuit blanche de Nicolas Druard. Alors là, pépite, pour la fin octobre, c'était parfait niveau ambiance, huis clos dans un hôpital avec un patient qui débarque, qui est dans le coma, mais qui est un gros psychopathe, un gros malade mental, et toute cette ambiance autour des personnages de l'hôpital va être juste incroyable. Moi j'ai complètement adhéré. Alors peut-être que c'est un peu caricatural pour certains, moi j'ai été la cible parfaite, j'ai mis les deux pieds dedans, c'était génial du début à la fin, j'ai adoré. Ensuite on passe à La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez, qui là, en tant que prof de danse, j'avoue m'a énormément touchée sur le domaine artistique, et sur le côté poétique et artistique aussi de sa plume à elle, pour nous raconter, pour nous faire un parallèle, pour nous inclure la guerre en Ukraine et la danse. Comment faire ce parallèle-là? Et bien vraiment lisez La ballerine de Kiev, parce que c'est magnifique. C'est, est-ce que j'ai besoin de le dire, basé sur des faits réels? Bien sûr.
Et c'est tellement proche de nous qu'on se sent forcément empathique, en empathie avec les personnages. C'est magnifique, c'est superbe, il faut absolument lire ce bouquin. Et enfin, je finis avec une saga, coup de foudre, c'est la saga des filles d'Irlande, à savoir Le secret des Deveril et les héritières de Deveril, de Santa Montefiore. C'est publié encore une fois chez Verso. Enfin, encore une fois, non, j'ai qu'un coup de foudre chez Verso, je crois. Ça viendra. Et saga historique parfaite, pour moi, parfaite, sur les 2 tomes. Je n'ai pas de préférence sur le tome 1 ou sur le tome 2, ils sont géniaux, il y a de l'action tout le temps, les personnages sont creusés. C'est des gros tomes, ils sont assez épais bien sûr, mais on est complètement plongé en Irlande, on est plongé aussi en Angleterre, c'est passionnant, c'est historiquement vachement intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a des rebondissements de dingue, des liens entre les familles, entre les personnages, c'est dingue, dingue, complètement dingue. J'ai adoré du début à la fin et j'ai tellement hâte de lire le tome 3, vous pouvez pas savoir. Ça va être long jusqu'en juin, ça va tellement être long. Voilà pour mes coups de foudre top 2024, ils sont tous là, je les ai tous notés. Dites-moi quels sont les vôtres, j'aurai grand plaisir à les connaître parce que je vais peut-être m'en servir en wishlist pour 2025, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à une très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ça sera avant ou après, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais faire ces vidéos, mais en tout cas peut-être que c'est la première, peut-être que c'est la dernière, je ne sais pas. Mais vraiment cette année 2024 a encore sorti des pépites, c'était trop bien, super agréable. Très contente, très hâte de 2025 et d'en noter autant de coups de foudre et de pépites dans mon carnet. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis je vous dis à très vite.